Donc bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc les différentes technologies aujourd'hui qui existent pour faire du serveur push. Donc pour faire un constat de qu'est-ce qui se fait, comment on le fait et des résultats qu'on obtient. Donc je travaille pour Ipon Technologies également. J'ai un blog donc, qui est encore en phase de finalisation, on va dire, donc à cette adresse, JS in Time, le Twitter également, Urbanvalo et JS in Time. Donc pour parler du serveur push, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? À l'inverse du protocole HTTP, on va avoir l'information qui est pushée du serveur. Donc tout d'abord, ça se manifeste par un event trigger, donc il va y avoir un événement déclencheur qui va dire au serveur il faut envoyer de l'information aux différents clients. Et donc le serveur va envoyer pour les différents clients l'information en question. Donc là ça reste assez abstrait mais je vais rentrer en détail par la suite. Les domaines d'utilisation, on va retrouver ça au niveau des logiciels de monitoring. Donc je pense ces derniers temps on a vu le saut de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a sauté de 38 km dans la stratosphère. Donc là on avait besoin de push pour afficher de l'information en temps réel. Également on retrouve ça sur les logiciels de chat, les applications de chat qu'on retrouve sur Facebook, Google Mail. On a besoin d'avoir des communications en temps réel entre différents clients. Et on retrouve également ça au niveau des jeux, puisqu'on veut avoir un rendu similaire sur les différents écrans des clients. Donc c'est différents domaines d'utilisation pour ces technologies. Je les ai séparés en deux catégories, celles qui sont basées sur le protocole HTTP et celles qui seront basées sur le protocole WebSocket, que nous verrons en seconde partie. Donc je vais commencer par le polling. Donc le polling, qu'est-ce que c'est? Donc on va avoir un client et un serveur. Au niveau du client, on va envoyer constamment des requêtes au serveur pour récupérer une information, sachant qu'à chaque requête au niveau du serveur, le serveur va renvoyer l'information. Qu'elle soit à jour, enfin qu'elle soit modifiée ou non, qu'elle soit la même que le client possède, il renverra toujours. Donc au niveau du schéma, voilà. Bon, oui, au niveau de la notion de temps réel, on peut régler les intervalles, la fréquence d'envoi de requêtes. Je vais faire une petite démo ensuite. Mais plus le délai sera court au niveau de l'envoi de la requête au niveau du client, plus on va avoir l'information rapidement après sa mise à jour. Je vais vous montrer directement au niveau du rendu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai trois fenêtres. Je vais avoir trois fenêtres ici, je ne sais pas si on les voit. Bon, on va faire ça comme ça. Donc, on va ouvrir. Donc ici, pour la démo, pour l'environnement technique, j'ai pris un serveur Node. Je me suis aidé du framework Express.js. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On va lancer le serveur parce que c'est vrai que sinon ça peut être pratique. Voilà. Donc, on va lancer trois navigateurs pour avoir finalement la notion de client. Donc ici, on voit que les requêtes finalement, elles sont récupérées. Donc au niveau du code, j'ai mis un intervalle de 2 secondes. Donc il envoie une requête, il récupère tout le temps la même et c'est affiché. Donc si je modifie par exemple une nouvelle valeur, par JS. Pourquoi il la prend pas, putain? Ça arrive, je suis désolé. Désolé pour la mise en. Voilà, donc je vais avoir mes trois fenêtres ici. Je vais mettre à jour la valeur. On va faire un par JS2. Voilà, il va se mettre à jour. Donc avec le délai. Donc voilà, il envoie simplement et bêtement une requête toutes les 2 secondes. Il récupère la valeur et donc je l'affiche sur les différents clients. Au niveau du code, comment ça se passe? Alors je ne sais pas si on va avoir grand chose, je vais augmenter.
Donc au niveau du client, ce qu'il y a à savoir, donc j'ai un objet JSON. Non, c'est ici. Je vais commencer par une fonction qui envoie une requête. Donc j'utilise jQuery pour envoyer la requête Ajax. Donc j'attaque mon serveur Node avec une requête. Et toutes les 2 secondes, je vais envoyer cette requête. Alors sachant qu'entre temps, je récupère la valeur. Ici, je fais une petite condition pour voir si j'ai déjà la valeur que le client a. Donc finalement, pour pas mettre à jour... Pour avoir ce temps-là qui reste correct, je vérifie si j'ai déjà la valeur ou pas. Donc c'est vraiment tout bête. Au niveau du serveur, c'est plus intéressant. Donc je vais avoir mon sample data ici qui est un objet JSON comme démo que je push à mes différents clients. Quand j'appuie sur le formulaire pour update ici, c'est avec l'URL changes. Donc je mets à jour tout simplement mon objet JSON. Et le polling, donc lui, il envoie la réponse avec l'objet JSON. Donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Super. Merci Microsoft. Ensuite, on va parler du long polling. Alors, excusez-moi, les avantages et inconvénients. Donc, comme on l'a vu, c'est simple à mettre en place. Au niveau du code, c'est vraiment rapide. C'est compatible avec les différents navigateurs, plus ou moins récents. Donc là, la compatibilité, c'est vraiment le fort de cette technique. Au niveau de la charge utilisateur, donc ça peut encaisser pas mal de requêtes. Au niveau des contraintes, la consommation de bande passante, parce que c'est vrai que l'information est envoyée même si elle n'a pas changé. Donc il y a une redondance à ce niveau-là. Et on va avoir une ouverture de connexion à chaque envoi de requête côté client. Donc on va avoir beaucoup d'ouverture de connexion, ce qui est un peu dommage. Le long polling, qu'est-ce que c'est? Ça va hériter donc, du concept de polling. Sauf qu'on va avoir une simulation d'une connexion persistante à travers plusieurs connexions micro-interrompues. C'est-à-dire qu'il va envoyer une requête, il va attendre la réponse. Cette requête va être suspendue par le serveur jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour de l'information. Donc avec un trigger event toujours le même. Si l'information change, le serveur envoie la réponse au client. S'il n'y a pas d'information, il va regarder pour un timeout au niveau, j'ai réglé 30 secondes. Il va vérifier que le timeout n'est pas dépassé. S'il est dépassé, il ferme la connexion. Sinon, il attend une mise à jour de l'information. Donc dès qu'il va recevoir l'information ou que la requête est coupée, il va renvoyer une requête derrière. Donc toujours en communication avec le serveur. Donc pareillement une démo. Donc je démarre le serveur Node. Ok. Donc là on voit bien que la requête, ce qui est intéressant c'est de voir, la requête elle est en suspens, donc là il ne se passe rien, elle attend. Je vais envoyer un update. Mise à jour, donc on voit bien que dès qu'il y a une mise à jour, c'est pushé sur les autres clients. Et vu qu'on a reçu des requêtes, elle va renvoyer encore une requête en suspens, en attendant de voir s'il y a une mise à jour ou pas. Donc on peut tester sur un autre client. Hop. Donc là avec le temps de réponse, on voit que c'est également pushé sur les autres clients. Donc c'est vraiment c'est utile et c'est également simple à mettre en place. J'espère qu'il n'a pas planté. Donc au niveau du long polling, on a une économie de bande passante puisque l'information qui est envoyée du serveur, c'est la nouveauté, enfin l'information qui a changé. Donc de ce côté-là, c'est pratique.
C'est compatible également multi-browser et donc on a une connexion persistante entre guillemets puisque dès que la connexion ferme, on renvoie une requête au serveur pour ouvrir une connexion. Pour les contraintes, les serveurs, il y a un traitement serveur derrière puisqu'on a en boucle, je ne vous ai pas montré le code, on a en boucle, soit on implémente ça sur un serveur d'application Java, auquel cas on fait une boucle avec un timer pour voir si l'information a changé, soit sur mon serveur Node, je peux directement, quand on envoie l'information avec un client, sur l'événement, cet événement-ci, je dis de pusher sur les autres clients. Donc ça se fait simplement, je ne sais pas si j'ai du temps. Super. Je suis vraiment désolé. Quelle catastrophe. Bref. Au niveau du code, on va avoir côté client très rapidement. Donc ici, j'attaque avec ma requête sur le long polling. Donc ici, je récupère la valeur. Je vérifie si elle n'est pas nulle parce que si la connexion est fermée, la valeur qui sera envoyée par le serveur sera vide. Et je dis directement renvoyer, bon j'ai mis 500 millisecondes mais je renvoie directement une requête au serveur. Et pour le serveur, ce qui est intéressant, c'est au niveau du changement. Bon, on va d'abord regarder sur le côté long polling, on se connecte, on va faire un tableau dans lequel on va stocker tous mes clients. Toutes les réponses des clients qu'on va renvoyer. Et donc je fais un timer ici pour vérifier effectivement le timeout de la connexion. Et dès qu'un client va modifier l'information, donc ça correspond ici aux changes, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre à jour l'information dans l'objet JSON et on va itérer sur mon tableau de réponse des clients et on va lui envoyer finalement la nouvelle information. J'ai fait un try coach pour éviter justement quand le client est déjà fermé, je vérifie si de ne pas lui envoyer l'information si la connexion est fermée, sinon ça plante. Bon, je vais oublier le mode plein écran. Alors maintenant, je vais vous parler du HTTP streaming qui est moins connu. Donc ici, nous avons une seule et même connexion qui est utilisée. Donc finalement, le client qui va encore initialiser la connexion et la connexion va être persistante et va être finalement active tout au long de la session de l'utilisateur. Donc ce qui va changer, ça va être une seule et même connexion qui va pouvoir être initialisée avec le header Keep Alive, pardon, c'est une propriété du protocole HTTP 1.1. Et c'est une connexion par contre unidirectionnelle. À travers cette connexion, le serveur va pouvoir envoyer des données. Le client ne va pas pouvoir en bénéficier. Donc il va devoir recréer une connexion s'il veut communiquer vers le serveur. Je vais vous faire également une petite démo. C'est le bordel. Donc je démarre mon serveur Node toujours. Voilà, donc ici je commence, on voit une connexion ici qui ne se termine pas. Donc elle ne se terminera pas d'ailleurs. J'envoie une information. Donc ici, on voit bien les trois fenêtres. J'envoie une information. On récupère directement sur les autres clients. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut se dire ici, voilà, la connexion a duré 23 secondes, elle est finie. Et en fait, c'est pas vrai. Parce que du coup, par exemple, je vais renvoyer une autre information d'un autre client. Voilà, et là, hop, elle passe à 42 secondes, donc elle est toujours bien ouverte. On récupère d'autres informations qu'on met à jour avec le délai. Donc, alors par contre, à savoir, avec cette technologie, enfin le HTTP streaming, cette technique, uniquement le moteur de rendu Gecko est compatible. Donc vous pouvez essayer sur Chrome ou vous pouvez essayer sur Safari, le rendu sera 0. Donc c'est assez peu utilisé, notamment à cause de cette contrainte, mais c'est quand même une technique qui est intéressante. Donc au niveau des avantages, une économie de bande passante, on envoie l'information qui est utile, l'information qui est à jour, une réception en temps réel du côté client,
Donc c'est bien une connexion persistante, là, une seule et unique, et une vraie connexion persistante. Donc comme je viens de le dire, compatible uniquement avec le moteur de rendu Gecko. Alors également, on peut être bloqué par rapport au buffering des proxys, où les navigateurs également, tels que Chrome, agissent comme ça. Ils bufferisent finalement les infos, donc la réponse, il voit qu'il y a plusieurs morceaux de données qui arrivent. Il va les bufferiser pour les rassembler. Il attend que la connexion soit finie pour pouvoir les exploiter. Donc ça va casser finalement ce mécanisme. Du coup, vu qu'il n'y a jamais de fin, on n'exploitera pas les données. Une autre technologie, le Server Sent Event, donc qui est apparu avec le package HTML5. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas de requête initiale du client. La connexion n'est pas initialisée par le client. On va avoir un canal d'écoute finalement sur le serveur, et ça va être en système PubSub, Publisher Subscribers. Donc le client va s'abonner finalement à un channel, un flux d'informations. Dès qu'il va y avoir de l'information et des mises à jour sur ce channel, il va le récupérer tout le temps en événementiel avec un node message. Il va pouvoir l'afficher ou faire ce qu'il veut avec. Donc c'est un comportement natif du navigateur ici, c'est vraiment intéressant. La petite démo également. Okay. Donc la première remarque ici qu'on peut se dire, c'est que déjà, donc aucune requête. Donc je vais mettre à jour avec une information. Donc là, la seule requête qu'on voit, ça va être connecté au channel et finalement le post qu'on envoie quand on envoie l'information. Donc on récupère bien la bonne info. C'est très réactif, donc on va de l'ordre de 150-200 millisecondes. Voilà, donc 130. C'est vraiment une bonne alternative aujourd'hui dans la communication unidirectionnelle. Je trouve ça vraiment efficace. Au niveau des avantages, donc optimisation de la bande passante toujours. Peu de ressources utilisées, c'est vrai que c'est un comportement natif du navigateur, on n'a pas à importer de librairie ou à avoir des grosses lignes, enfin beaucoup de lignes de code. C'est un comportement natif, donc on va écouter les messages naturellement de ce channel, ça va être vraiment intéressant. Une fonctionnalité également de reconnexion automatique, donc si on dit qu'au bout de 10 secondes on voit qu'il y a un client qui est déco, on peut, à travers les paramètres du serveur, on peut directement lui dire voilà, on va se reconnecter au bout de 10 secondes. C'est intégré. Par contre, un point négatif, c'est un canal unidirectionnel. Donc toujours le serveur vers le client et c'est incompatible avec Internet Explorer. Bon, je pense qu'aujourd'hui... Alors j'ai oublié de vous montrer le code très rapidement. Au niveau du code, HTTP Streaming, j'ai oublié de vous montrer également. Si vous vous rappelez très succinctement pour le HTTP Streaming, ce qui va changer, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à l'implémenter, ce qu'il faut savoir, le content type, il faut le fixer avec l'entête multipart x mixed replace. Le mettre en keep alive forcément, et également ne pas oublier le boundary qui va être finalement, on va dire, les limites. Alors comment t'expliquer? Avec le HTTP Streaming, on va envoyer plusieurs paquets de données. Les paquets, il va falloir les délimiter avec un boundary et on va fixer une string pour dire que tel paquet est limité par cette string. Donc pour être plus clair, quand on va envoyer un paquet, on va commencer par écrire cette string, donc moi j'ai mis ParisJS, pour le début du paquet. On va ensuite dire le content type, donc qu'est-ce que c'est. Donc c'est bien, on peut changer avec l'HTTP Streaming, on peut changer de content type en fonction de ce qu'on envoie. On va envoyer, après moi j'ai envoyé mon objet JSON et je finis encore par cette boundary que ParisJS veut dire c'est la fin du paquet. Pour bien délimiter au niveau du navigateur, savoir quand le paquet commence et quand il termine. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau... Alors oui, après c'est... Non, c'est... Donc je reviens sur mon server sent event. Comment c'est implémenté? Donc ici tout simplement, quand on se connecte, je fais également un tableau des différentes réponses des différents clients. Je fais un tableau et après dès qu'il y a un changement, j'itère sur les différents clients et je vais donc écrire ma réponse. Alors, pareil, qui est assez particulière à respecter au niveau de la norme. On va écrire tout le temps
en début de ligne data à 2 points pour lui spécifier que c'est bien une information qu'on lui dans le canal. Et après j'ai envoyé mon objet de JSON, donc à chaque fois il faut que pour chaque ligne je mette un retour à la ligne pour bien lui indiquer la structure du JSON et ne pas oublier les doubles cotes pour les clés de l'objet. Sinon avec les simples codes c'est pareil, il ne va pas aimer. Dernière chose à savoir également, c'est qu'il faut fixer le content type à event stream, qui est la propriété donc définie et standardisée pour le HTML5. Donc le WebSocket, donc là on change de protocole. Donc ici il s'agit d'une socket TCP, on n'est plus sur le protocole HTTP, donc qui va être ouverte par le client sur le serveur, si je ne m'abuse. Donc on va avoir un canal par contre bidirectionnel en temps réel, donc là les communications vont pouvoir partir et du client et du serveur, donc on n'a plus vraiment de notion de client-serveur. L'information va être tout le temps échangée. L'échange de données utile, là c'est le cas de le dire puisque l'information va être envoyée donc, normalement en binaire sur cette infrastructure. Et donc les WebSockets ont été standardisés par l'IETF et ça a été défini en tant qu'API HTML5. Je vais lancer mon dernier exemple WebSocket. Non, fail. Voilà. Donc on est bien connecté, on a une petite indication que j'avais mis en console.log, on est connecté à la WebSocket. On va envoyer une valeur. Voilà, donc là on voit que c'est très réactif. On envoie la valeur, c'est directement pushé sur les autres clients. Donc là on est de l'ordre en dessous des 100 millisecondes. Voilà, donc c'est vraiment très réactif à ce niveau-là. Après, au niveau des navigateurs aujourd'hui, c'est principalement supporté par tous les navigateurs, sauf donc Internet Explorer qui est pas compris dans le lot. Mais ça commence vraiment à être standardisé, donc c'est une bonne chose. Au niveau du code, au niveau du client, qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Donc ici, je me connecte, je ne sais pas si vous voyez tous. Attends, on voit un petit peu. Je me connecte ici à ma WebSocket avec une connexion. J'ai trois principaux événements, on-open, on-error, on-message. Donc on-open quand la connexion est bien ouverte, on-error quand j'ai un problème au niveau du transfert de données. Et je vais avoir le on-message quand je reçois un message du serveur. Donc là en l'occurrence je fais un console log pour voir ce que je récupère. Et du coup je le mets au niveau de ma petite fenêtre en data et au niveau de la valeur. Les petites opérations que je fais avec les dates, c'est pour avoir le temps de réponse de la mise à jour. Je récupère donc la date de la mise à jour de la donnée sur le serveur. Je récupère la date à laquelle je vais récupérer côté client et je fais une différence. Ça me donne le délai de réponse. Côté serveur, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Voilà, donc ici, on va avoir finalement la connexion de la WebSocket. Quand on se connecte, on va pusher sur un tableau encore une fois. Je vais pusher donc les différentes sockets. Dès que je reçois un message, que ce soit n'importe quel client, je vais récupérer donc la nouvelle valeur donc, que je set au niveau de l'objet JSON du serveur. Et ici finalement, pour chaque socket de mon tableau, je vais directement envoyer la nouvelle valeur. Alors sachant qu'ici la petite astuce, c'est que vu que je récupère directement un JSON qui est stringifié, au lieu de le parser et de le restringifier, je le repasse directement en stringifié. Ça me permet de gagner quelques petites millisecondes. Voilà pour le code. Donc au niveau des avantages et contraintes, donc on a vraiment un échange de données brutes. Ici il n'y a pas d'overhead HTTP, là c'est vraiment de la donnée. Communication full duplex, aujourd'hui pour les jeux notamment c'est implémenté assez souvent. Et donc c'est vraiment l'information en temps réel, là pour le coup c'est vraiment très réactif. Après, suffit-il que l'environnement technique le permette. Une architecture conséquente, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs implémentations de WebSockets. Après, les standards au niveau des navigateurs ne sont pas forcément tous les mêmes.
Donc à faire attention, les proxys et les routeurs qui peuvent être bloquants, que ce soit proxy ou reverse proxy. Je vois ici le cas à Ypon Technologies. C'est le reverse proxy qui va bloquer la mise en place du WebSocket. Donc les messages ne vont pas revenir, ils ne vont pas être pushés sur les clients. Donc à faire attention à ce niveau-là. Et c'est incompatible avec Internet Explorer aujourd'hui aussi. Pour finir, qu'est-ce que je préconise? Ça dépend vraiment du besoin et de l'environnement technologique dans lequel on est. J'aime beaucoup le serveur SendEvent, je trouve ça intéressant, c'est très léger et très pratique à mettre en place. Le WebSocket pour la communication bidirectionnelle, c'est très efficace, très réactif. Donc c'est vrai que si l'environnement le permet, pourquoi s'en passer? Alors oui, c'est pas une solution alternative. Solution, c'est vrai que je préconise Socket.io ou Atmosphere, hein, qui sont deux frameworks. Atmosphere qui est un framework qu'on peut notamment mettre en place sur un serveur Java, si on reste sur un serveur d'application classique. Alors Atmosphere, il va choisir, on va définir une technologie à mettre en place, donc par exemple WebSocket, et on va pouvoir définir une alternative si jamais le WebSocket se passe mal. Par exemple, on va downgrader en long polling ou en polling. Par contre, assez conséquent à mettre en place après des retours d'expérience. Et Socket.io, si on est sur un environnement asynchrone, notamment en Node.js, qui lui va faire du downgrade, du full downgrade, donc il va commencer par le WebSocket. Il va essayer après le serveur SendEvent, le HTTP streaming, le Forever iframe dont je n'ai pas parlé, qui est une technique également pour faire ça. Le long polling et le polling. Donc là, on est sûr qu'effectivement l'information sera pushée quelle que soit la technique. Donc ça permet un niveau d'abstraction qui est assez élevé et du coup qui est fiable. Voilà, je vous remercie.